Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Libre. En pleine polémique sur le désarmement du Hezbollah, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, entame une tournée en Irak et au Liban. Sa visite intervient alors que Beyrouth a confié à l'armée la mission de préparer un plan pour désarmer le mouvement chiite soutenu par l'Iran d'ici la fin de l'année. C'est sa première mission à l'étranger depuis sa nomination il y a une semaine. Ali Larijani, nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, est en route pour l'Irak puis le Liban. Au Liban, il entame des rencontres avec des responsables politiques et des figures influentes dans un contexte explosif. Le gouvernement libanais a approuvé un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année. Samedi, un proche de l'ayatollah Khamenei affirmait que l'Iran s'opposait certainement à ce désarmement, une position que Beyrouth qualifie d'ingérence flagrante et inacceptable. Première étape de sa tournée, l'Irak, où il devra signer un accord de sécurité bilatéral, selon la télévision iranienne, sans plus de détails. Entre diplomatie et bras de fer stratégique, la visite de Larijani s'annonce comme un nouvel épisode dans le dossier brûlant du désarmement du Hezbollah, un enjeu qui dépasse largement les frontières libanaises. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme condamne la mort de 6 journalistes palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza, dont 5 employés d'Al Jazeera. L'organisation dénonce une grave violation du droit humanitaire et appelle à garantir un accès sûr aux reporters sur le terrain. Nouvelle frappe meurtrière à Gaza. Cette fois, elle a coûté la vie à 6 journalistes palestiniens, dont 5 employés de la chaîne Al Jazeera, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Parmi les victimes, Anas Al-Sharif, 28 ans, visage familier des téléspectateurs, connu pour sa couverture quotidienne du conflit. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, l'ONU accuse Israël d'avoir visé la tente où se trouvaient les journalistes, qualifiant l'attaque de grave violation du droit humanitaire international. Un 6e journaliste, pigiste, collaborant avec des médias locaux, a été tué dans la même frappe. Reporters sans frontières dénonce avec force et colère un assassinat revendiqué par l'armée israélienne, accusant Tel Aviv de vouloir faire taire les voix qui témoignent de la situation à Gaza. Au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, rappelle l'ONU, qui exige un accès immédiat, sûr et sans entrave à Gaza pour la presse. L'armée israélienne affirme avoir ciblé Anas al-Sharif, qu'elle présente comme un terroriste se faisant passer pour un journaliste, une accusation rejetée par ses confrères et par les ONG. Dans un conflit où l'information est aussi une arme, la mort de ces journalistes pose à nouveau la question de la protection des civils et de ceux qui risquent leur vie pour témoigner. 145 pays, soit près des 3/4 des membres de l'ONU, reconnaissent désormais l'État de Palestine, un élan diplomatique ravivé par la guerre à Gaza. De nouvelles reconnaissances attendues en septembre de la part des pays comme la France, le Canada ou l'Australie pourraient accentuer l'isolement diplomatique d'Israël. 145 pays sur 193, c'est aujourd'hui le nombre d'États qui reconnaissent l'État de Palestine, proclamé en 1988 par Yasser Arafat. L'Algérie fut la première à reconnaître le nouvel État, suivie par la Chine, l'Inde, la Turquie et la quasi-totalité du monde arabe, puis la majorité des pays africains et les États du bloc soviétique. 20 ans plus tard, une nouvelle vague venue d'Amérique latine marque une prise de distance avec Washington, allié d'Israël. Sous la présidence de Mahmoud Abbas, la Palestine obtient son adhésion à l'UNESCO, puis le statut d'État observateur à l'ONU, lui permettant de rejoindre en 2015 la Cour pénale internationale. La guerre à Gaza a relancé la dynamique. Depuis 2024, la Jamaïque, la Barbade, Trinité et Tobago, les Bahamas, l'Arménie, mais aussi la Norvège, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont franchi le pas. Prochainement, la France, le Canada et l'Australie devraient faire de même lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain.
Le Royaume-Uni, lui, y songe sous condition. Une reconnaissance qui, pour ses partisans, ouvre la voie à la solution à deux États. Mais sur le terrain, le chemin vers un État palestinien pleinement souverain reste semé d'embûches. À la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska, les dirigeants européens insistent. Kiev doit être partie prenante des discussions. Alors que la présence de Volodymyr Zelensky reste incertaine, l'Union européenne et l'OTAN pressent Washington de maintenir la pression sur Moscou, tandis que les combats se poursuivent en Ukraine. À quelques jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, l'Europe hausse le ton. Pas question de négocier l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, convoque une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avec leur homologue ukrainien pour coordonner une position commune. Elle a déclaré que tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'Union européenne. Un message repris par les principales capitales européennes. Aucune décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine, aucune décision sur l'Europe sans l'Europe. À Washington, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN laisse entendre que la présence de Zelensky au sommet est possible, décision finale à Donald Trump. Ces derniers jours, le président ukrainien a parlé avec 13 dirigeants européens, mais aussi avec les présidents du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, affirmant qu'il ne permettra pas à Moscou de tromper ses alliés. De son côté, Vladimir Poutine multiplie les contacts diplomatiques avec 9 dirigeants étrangers, dont la Chine et l'Inde. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats se poursuivent. 6 morts dans l'est et le sud de l'Ukraine et 20 blessés à Zaporijjia après qu'une bombe planante a frappé la gare routière centrale. L'armée ukrainienne affirme avoir attaqué 2 raffineries de pétrole en Russie, l'une à Saratov, l'autre à Outka, à près de 2000 km de la ligne de front. Alors que l'Union européenne et l'OTAN pressent Washington de maintenir la pression sur Moscou, l'issue du sommet en Alaska pourrait peser lourd sur le cours de la guerre. À Yerevan, la signature à Washington d'un projet d'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de Donald Trump suscite prudence et scepticisme. Entre espoir de stabilité et crainte de concessions irréversibles, les Arméniens restent divisés sur ce texte présenté comme historique par leur Premier ministre. Sous la chaleur d'août, la capitale arménienne s'interroge. À Washington, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé sous l'égide de Donald Trump un projet d'accord pour cesser définitivement tout conflit. Une annonce que le Premier ministre Nikol Pachinian qualifie d'historique, mais qui divise profondément les Arméniens. À sa tour, Sarapian, 81 ans, est résigné. Il dit que nous n'avons pas d'armée puissante, pas d'alliés forts, cet accord est notre meilleure chance pour la paix. Maro Ouénian, 31 ans, se montre plutôt dubitative. C'est acceptable, mais je doute que l'Azerbaïdjan respecte ses promesses. Pour d'autres, comme Anaïd et Altian, cet accord équivaut à une perte de souveraineté, notamment avec la création d'une zone de transit reliant le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Elle s'indigne. C'est comme si je devais demander à un étranger l'autorisation de passer d'une pièce à l'autre chez moi. Absence de récupération de prisonniers, des terres occupées. Pour certains, ce texte n'est qu'un bout de papier ou même une capitulation. Entre espoir prudent et scepticisme marqué, l'Arménie aborde ce nouvel accord avec une certitude. L'avenir de la paix dans le Caucase reste encore fragile. Dans le Drofar, au sud d'Oman, des poètes et militants culturels se mobilisent pour sauver le djibali, une langue ancestrale parlée par à peine 2% de la population. Entre poésie, chants et projets de documentation, ils espèrent préserver cet héritage face au risque d'extinction. Sous une tente traditionnelle, les voix s'élèvent. En chœur, des hommes en robe blanche reprennent les vers d'un poète dans une langue que seuls 120 000 Omanais parlent encore, le djibali, aussi appelé shehri. Khaled Ahmad Al-Kathiri explique « La poésie djibali est un moyen de préserver notre langue et de la transmettre aux jeunes générations. Majoritairement arabophones,
Oman compte cependant dans cette région côtière et montagneuse un idiome ancien issu des langues sud-arabiques sémitiques antérieures à l'arabe. Le chercheur Ali Al-Mashani affirme: c'est une langue à part entière avec sa propre grammaire et sa propre syntaxe, longtemps protégée par l'isolement d'une Hofa. Mais cet isolement ne garantit pas la survie. D'autres langues locales comme le bathari ne sont plus parlées que par 2 ou 3 personnes. Saïd Chammas dit: j'élève mes enfants en Jibali pour que cette langue vive encore demain. Les chants et poèmes permettront de garder vivants des mots anciens absents des manuels scolaires, car ici, la langue n'est ni enseignée ni vraiment documentée. Pour inverser la tendance, un projet de dictionnaire de 125 000 mots en arabe et en anglais, avec prononciation, est en préparation, soutenu par la vision 2040 d'Oman. Entre poésie et technologie, le Jibali tente de se frayer un chemin vers l'avenir pour que la voix des montagnes continue de résonner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.